Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Au cœur de la reconversion. Et on démarre avec une question. Combien d'entre vous se sont déjà dit, je changerais bien de métier, mais sincèrement, je peux pas me permettre de perdre mon salaire actuel? Bon, c'est pas une vraie question, j'avoue, hein. Moi, c'est une phrase que j'entends chaque semaine dans mes accompagnements. Donc ça montre déjà que vous n'êtes pas les seuls à vous dire ça. Non, non, non. D'ailleurs, Opinionway a sorti une étude en 2023, donc récente, hein, annonçant que 76% des Français qui aimeraient se reconvertir disent que c'est la peur de l'insécurité financière qui les en empêche. 76%. Alors en tant que coach, moi je constate que tous les jours, cette tension entre désir de changement, besoin de sécurité, elle est vraiment présente. Voici la vraie raison, la vraie question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Est-ce que cette opposition, c'est pas un faux dilemme finalement? Est-ce qu'il n'existerait pas des voies de reconversion plus nuancées que le noir ou blanc et qui vous permettraient de changer de vie sans mettre toute votre sécurité financière, puisque c'est le sujet du jour, en péril? Bon, alors vous vous doutez bien que si je la pose comme ça, cette question, ça n'en est pas vraiment une. En tout cas, vous vous doutez de ma propre réponse, de ma propre opinion, mais on va quand même se pencher dessus. Alors, on imagine souvent qu'une reconversion, c'est tout quitter du jour au lendemain. Bon, en réalité, c'est rarement le cas. On l'a vu dans des précédents épisodes, hein. J'ai déjà abordé cette question. Notre cerveau, il aime les choix binaires. C'est tout ou rien. Noir, blanc. C'est soit je reste dans mon boulot, soit je pars. C'est simple, c'est rassurant, etc. Le problème, c'est que c'est aussi très limitant. Cette idée, elle est aussi très culturelle parce que nos parents, nos grands-parents, les générations précédentes ont connu des parcours qui sont linéaires, avec un seul métier, une seule entreprise, une carrière au même endroit. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a des carrières qui sont hybrides, modulables et progressive. Le Boston Consulting Group a montré en 2023, là encore, donc encore une fois, c'est une étude récente, que 64% des reconversions réussies se sont faites de manière progressive justement et non pas radicale. Donc déjà, moi, je pense que c'est un point plutôt rassurant. Dites-moi si ça vous rassure en commentaire aussi de se dire que pour la plupart des cas, c'est quelque chose qui se fait de façon progressive. On a souvent peur de changer une situation pour ce que l'on pourrait éventuellement peut-être y perdre, mais est-ce que vous avez déjà évalué déjà le coût de l'inaction? Un emploi qui vous convient plus, c'est pas juste une contrainte morale. Je pense que vous le ressentez, c'est un poids psychologique mais aussi physique. Je pense que c'est pas utile de redonner les chiffres en pleine expansion du burn-out. Je vais quand même les donner, hein. 12% de la population active serait en situation d'épuisement professionnel, donc burn-out. 12%. Alors revenons à nos moutons quand même. On a pour objectif de parler de la sécurité financière et non pas du burn-out. Donc le désengagement, ça entraîne une stagnation salariale, des opportunités manquées, des dépenses pour compenser ce mal-être, le stress chronique, ça peut générer des frais de santé, etc. Donc si on parle finance, on est en plein dedans quand on a un mal-être psychologique au travail. Ça me fait penser, moi, à un de mes élèves, Nicolas, dans sa prise de conscience, il a calculé, on en discutait, que son mal-être, il a vraiment pris les chiffres, hein, il a calculé sur un an, ça lui coûtait 12 000 € dans l'année en achat impulsif, en consultation médicale, en congé maladie, parce que il y a des jours de carence, on n'est pas couvert à 100% quand on est en maladie, donc tout cumulé sur une année, ça lui a coûté 12 000 €. Donc l'inaction, le fait de ne pas avoir pris la décision de changer quelque chose dans sa vie professionnelle lui a coûté 12 000 € dans l'année. Alors on imagine sur 10 ans. Alors on va aborder trois stratégies pour la reconversion. Donc on a la reconversion progressive qui est la première stratégie dont je voulais vous parler. L'idée c'est de garder son job actuel tout en amorçant petit à petit le changement. Ça peut passer par un temps partiel, un congé pour formation, quelques RTT par-ci par-là, des jours sans solde, etc., etc. Dans un précédent épisode, j'avais pris un exemple d'une de mes élèves aussi qui s'appelle Claire. Je ne sais pas si vous l'avez vu cet épisode. Je pense aussi à Marie qui est comptable. Elle est devenue graphiste en freelance et cette transition, elle a été étalée sur 18 mois grâce à un 80% sur son job de comptable. Donc 18 mois, ça peut paraître lent pour certains, mais en même temps, c'est très dépendant de chaque personnalité, de chaque quotidien. Marie, comme beaucoup de nos élèves d'ailleurs dans l'académie, elle est maman, elle n'a pas forcément envie de sacrifier sa vie de famille, de passer 15 heures par jour à travailler, donc elle a fait ce choix-là de faire les choses à son rythme, qui
soit stable et qui soit réaliste. La stratégie numéro 2, c'est de trouver un client avant même d'avoir terminé sa formation. Oui, c'est possible. C'est quelque chose qu'on apprend tous les jours à nos élèves dans l'académie. Ça peut paraître un petit peu étrange, mais encore une fois, j'ai un exemple à vous donner. Sarah, après 3 semaines seulement de formation en community management, elle a décroché sa première mission en freelance. Alors, elle n'a pas paniqué parce qu'elle savait que les coachs étaient là pour l'accompagner. Donc, elle s'est tout de suite tournée vers nous. On a pu vraiment lui donner les meilleurs conseils possibles. On lui a livré ce service irréprochable qu'elle attendait. Elle a fini par y aller en toute sécurité et en toute confiance. Je sais ce que vous allez me dire. Bah oui, Cécile, c'est bien beau tout ça, les coachs, etc. Mais concrètement, comment on fait pour pratiquer un métier quand on ne sait pas encore tout bien faire? Bah, je vais vous répondre avec un exemple que je prends très souvent quand on me pose cette question, qui me semble être parlant, avec l'exemple d'un monteur vidéo. C'est pas parce qu'un monteur vidéo n'a pas encore toutes les compétences pour monter des vidéos d'1 heure, par exemple, ou même des vidéos de, bah, comme là, hein, monter un podcast de 20-25 minutes. C'est pas parce qu'il sait pas faire ça qu'il ne saura pas monter une petite vidéo d'1 minute destinée aux réseaux sociaux. Ce qu'on appelle les vidéos short, les reels, sur les TikTok, etc. C'est une vidéo d'1 minute maximum. Ça n'est pas du tout le même travail, le même temps de travail et les mêmes compétences qu'on va lui demander. Donc dans cet exemple-là, cette personne va commencer par se spécialiser sur ce type de prestation pendant qu'il se forme au reste en devenant à chaque fois un petit peu plus technique. Donc la clé pour cette stratégie de monétisation anticipée, c'est de vendre une compétence et non pas un diplôme. Voilà, c'est vraiment, on différencie bien les deux. Et bien évidemment, bah, passer à l'action. Alors la stratégie numéro 3, on l'appelle la méthode d'hybridation. Donc c'est un petit peu le meilleur des deux côtés. On cumule deux activités en continu sans avoir le désir de quitter la première. C'est rare, on va pas se mentir, on a beaucoup de personnes qui veulent une reconversion complète, mais on a certains salariés qui aiment leur job, ça arrive encore, heureusement quand même, mais ces personnes-là ont quand même des ambitions intellectuelles et financières différentes, ils ont envie de plus, parce qu'ils ont envie d'investir ou de se développer tout simplement. Donc ils ont besoin, ils ont l'envie de monétiser une passion par exemple. Et dans ce cas-là, bah, ils trouvent un compromis. Ils peuvent faire du 60-40, du 50-50 sur leur temps de travail. Et là encore, je vais vous donner un exemple concret. J'avais un élève, Laurent, qui a fait ça. Il est ingénieur, compte le rester parce qu'il aime ça. Et c'est aussi un grand sportif sur son temps personnel. Donc, il a décidé d'ajouter cet accompagnement-là dans son quotidien, l'accompagnement sportif. Donc, il a demandé un aménagement d'horaire à son travail pour devenir en parallèle coach sportif. Et donc, avec cette organisation, il a travaillé progressivement là-dessus. Ça lui a amené 22% de revenus supplémentaires. Pourquoi le monde du digital est un vrai allié, un allié de poids quand on a beaucoup de responsabilités financières? La première chose, c'est au niveau du matériel. Parce que pour démarrer, il suffit souvent simplement d'un ordinateur, pas forcément ultra performant en plus, d'une connexion Internet et de compétences qu'on va pouvoir développer assez rapidement. Ensuite, on monte en compétences rapidement. On a l'agenda du freelance, il est extrêmement flexible. Donc on peut prospecter activement dans certaines phases et puis au bout d'un moment refuser des missions qui pourraient être trop chronophages ou rapporter pas assez en termes de chiffre d'affaires. Bref, c'est un terrain de jeu idéal pour des transitions progressives. Alors maintenant, revenons à notre question principale. Je ne peux pas me permettre de gagner moins, ou encore, bah, j'ai un crédit, j'ai des bouches à nourrir, etc., etc. Ces peurs, elles sont normales, on les ressent tous hein, à un moment ou à un autre avant de prendre une décision importante. Mais ce que j'observe très souvent, c'est que ces peurs, on les laisse grossir dans notre tête sans vraiment les décortiquer. Ça aussi, c'est des choses qu'on aborde dans des précédents épisodes, mais on va les décortiquer un petit peu ensemble maintenant. Donc, la première peur, c'est bah, je peux pas me permettre de gagner moins. C'est une crainte qui est très très fréquente, qui a du sens, jusqu'à ce qu'on mette vraiment des chiffres dessus. Donc mon conseil ici, c'est de pas rester dans le flou. On fait un budget de transition. Un budget vraiment par étape. Moi, c'est un exercice que je fais faire très régulièrement en coaching. Donc, on liste les charges incompressibles, loyer, facture, crédit, alimentation de base, quelques abonnements voilà, qu'on ne peut pas modifier, etc., etc. À cela, on ajoute nos besoins de confort. Donc les loisirs, les sorties, les vacances, l'épargne, tout ce qui peut être un petit peu modifié, qui n'est pas forcément fixe chaque mois. Vous allez définir votre seuil de sécurité minimum pour vivre pendant cette période de transition. Et parfois, on se rend compte qu'avec une réduction temporaire, une réduction réalisable hein, pour ne pas vivre non plus dans un univers, dans un environnement euh, très 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 inconfortable, hein, donc temporaire. On réduit certaines dépenses, on se garde un petit filet de sécurité aussi, hein,
Voilà, si, on peut aussi avoir la possibilité d'avoir un soutien familial, d'avoir des économies, une aide externe. Bah, finalement, en réfléchissant à tout ça, le risque, il est bien plus gérable que ce qu'on pensait. On se retrouve rassuré et surtout, on a des chiffres, on a un cadre pour la suite. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne pour pallier à cette peur de bah, voilà, je peux pas me permettre de gagner moins. En réalité, on peut souvent se permettre de gagner un petit peu moins pendant un temps. La deuxième peur, c'est j'ai des engagements, j'ai un crédit, j'ai une famille à nourrir. Donc, c'est vraiment pour ça, c'est précisément la raison pour laquelle on dit qu'il ne faut pas tout quitter du jour au lendemain et qu'on parle des stratégies de transition. Adaptez votre projet à votre réalité actuelle. On revient sur l'idée du temps partiel, sur le congé sabbatique éventuellement, si vous avez des économies, parce que le congé sabbatique, on n'est pas payé, donc forcément, hein, c'est encore une fois une question individuelle. Ça peut être une formation à distance, une formation en cours du soir, en soirée, en week-end. Voilà, c'est pas une course non plus. On compare pas, c'est une construction personnelle. Donc il faut que ça s'adapte à vos contraintes. Le 100%, on l'atteint pas en une fois. Ça peut être 1% chaque jour, 1% tous les 2 jours, etc. Pareil, de temps en temps, je prends l'exemple du marathonien. Il n'y a pas de marathonien qui fait 42 kilomètres du jour au lendemain quand il se met à la course à pied. Il travaille petit à petit, il fait 5 kilomètres, puis 10, puis 12, puis 15, etc., etc. Mais là, c'est exactement la même chose. La troisième peur, c'est, et si j'y arrivais pas, tout simplement, si je quitte tout et que je me plante, bah, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est bah, la pire peur, hein. C'est vraiment ce qui peut nous paralyser, hein. Ça touche à l'estime de soi, à la confiance en soi. Donc là, bah, encore une fois, on saute pas sans filet, on met au point une vraie stratégie. On peut prévoir une durée test pour le projet. On se donne 3, 6 mois, 12 mois. Voilà, encore une fois, c'est quelque chose de très personnel. On modifie le plan, on affine progressivement, sans abandonner. On affine petit à petit si besoin. Enfin, ensuite, on estime un seuil de viabilité financière qui soit réaliste. C'est-à-dire qu'on va définir des jalons de progression. Par exemple, X clients signés, X euros de chiffre d'affaires. Voilà, ça peut marcher avec tout. À chaque fois, idéalement, avec une deadline. Parce que si je me dis, bah, je veux développer 3 contrats, tout court, bah, ça veut rien dire du tout. Si je dis, je veux avoir 3 contrats pour demain, c'est pas pareil que si je veux avoir 3 contrats pour dans 3 mois. Il y en a un qui est réaliste et pas l'autre. Donc les deadlines ont vraiment une grande, grande importance. Pareil pour le chiffre d'affaires. J'ai besoin de remplacer mon salaire actuel. Il me faut me générer, je dis n'importe quoi, 2000 euros, 2500 euros, peu importe. Bah, pareil, si je dis ça pour demain, pour dans un mois, ça n'est absolument pas réaliste. Donc je me donne une deadline avec ça. On définit donc des jalons de progression. On peut se mettre ça par écrit et suivre vraiment cette map progressivement chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Alors vous savez que j'aime bien partager des histoires inspirantes, des personnes que j'ai connues dans l'accompagnement. Et là, j'ai une participante du programme en tête avec qui justement on a bossé sur un plan financier assez précis hein, pour anticiper sa démission. Donc elle était déjà en mi-temps thérapeutique parce qu'elle sortait d'un burn-out. Donc elle avait quand même un petit peu de temps pour se former sans s'épuiser. Hein, ben, du fait qu'elle sortait d'un burn-out, de toute façon, il fallait qu'elle prenne soin d'elle. Et du coup, au bout des 90 jours, elle a même pas eu besoin de démissionner. Elle a réussi à négocier carrément une rupture conventionnelle, donc ce qui est encore mieux. Donc elle a eu des revenus stables tout le long et ensuite elle a pu poursuivre sa transition en douceur en ayant ses indemnités. Donc ça c'est quelque chose aussi que j'ai pas abordé plus tôt, mais il faut aussi prévoir ce genre d'éventualité. Une rupture conventionnelle, c'est une situation plus favorable qu'une démission parce que vous pouvez bénéficier des indemnités. On a aussi le système de reconversion, de démission-reconversion. Donc c'est une démission, mais avec un projet qu'on déclare qui passe en commission. Il y a un dossier à monter qui est pas très compliqué, qui passe peut-être à 100% des cas, voilà, s'il est bien fait. Et voilà, là pareil, vous avez vos indemnités. Donc on n'a pas l'épée de Damoclès au quotidien. On peut monter son projet tranquillement. Donc aujourd'hui, bah, cette participante, elle est sereine, elle vit de son activité. Pareil, vous le savez, j'aime bien philosopher un petit peu avec mes élèves. Elle a fini par me dire un jour, la sécurité, finalement, avec le recul, la sécurité, c'est pas l'absence de danger, c'est la présence d'un plan. Donc, parfait pour illustrer mes propos. Bon, ça lui est pas sorti comme ça, hein. C'est parce qu'elle a travaillé dessus pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et qu'elle a, avec le recul, elle a compris ça. Parce qu'on a bâti ce plan ensemble, et donc elle s'est bâtie sa propre sécurité. Donc, la réalité, la vraie réalité, hein, pas celle qu'on pense connaître par notre éducation, hein. La réalité financière, elle vient pas d'un CDI ou d'un salaire fixe. Elle vient de votre capacité directe à créer de la valeur dans un domaine qui vous passionne et ou
qu'il y a de la demande, là où il y a de la demande, tout simplement parce que c'est quelque chose que vous abandonnerez pas. Donc vous ne prenez pas le risque de vous désengager. Donc réfléchissez parmi les trois stratégies qu'on a vues à la reconversion progressive. Donc la reconversion progressive, de passer tranquillement avec un temps partiel, etc., vers ce nouveau projet professionnel. Deuxième stratégie, monétisation anticipée, donc le fait de fournir un service quand on n'a pas terminé sa formation. Et la version plus hybride où on ne quitte pas son travail parce qu'on l'aime encore, mais on ajoute une activité freelance à côté. Finalement, vous, dans votre monde actuel, laquelle serait la plus adaptée? Réfléchissez à ça. Partagez-moi ça en commentaire aussi. C'est hyper chouette d'avoir des échanges comme ça, de pouvoir débriefer des différentes situations de tout le monde, d'avoir aussi la notion de ce qui se passe ailleurs, parce qu'on a souvent l'impression d'être un petit peu tout seul et en fait, en s'ouvrant, on se rend compte que chez les autres, c'est un petit peu la même chose. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me dire aussi si vous avez apprécié cet épisode-là. Je vous retrouve très vite pour aborder un nouveau thème sérieux, tout en restant quand même un petit peu léger, et je vous souhaite une bonne reconversion.